Eh bien, bonsoir à Bonsoir. tous. Non, je vous admets que ce soir, c'est vraiment un kiff personnel que je me fais parce que moi, le boulot de Stéphane Priblitzky, je le connais depuis pas mal de temps puisque j'ai découvert son premier livre, Le Château des millions d'années, pratiquement à sa sortie. Je trouvais le pitch du livre absolument fou et j'ai voulu le lire tout de suite et j'ai pas été déçu puisque à chaque sortie de livre, je devais être un des premiers à acheter la version numérique pour avoir les suites des aventures de Frédéric Saxauer. Bonsoir. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Enfin, alors, je dis vais bien, merci. bonsoir, mais pour Stéphane, je devrais plutôt dire bonjour, puisque Stéphane est en Floride. J'allais dire Californie. Je voulais absolument que vous soyez en Californie, mais non, vous êtes en Floride. Alors, c'est vrai que Stéphane, alors on s'est jamais rencontré avec Stéphane, on s'était eu au téléphone assez rapidement une fois, et j'avais expliqué à Stéphane que c'est vrai que Le Château des millions d'années, c'était un livre un petit peu particulier, puisque quand je l'avais découvert à l'époque, je faisais pas d'animation. Alors Le Château des millions d'années, c'est celui qui est à votre gauche. Oui. À l'époque, je faisais pas d'animation, j'avais pas de page, donc je partageais des choses un petit peu à gauche, à droite sur des pages, et j'avais partagé la pochette du livre, et je dois admettre que j'avais trouvé les réactions un petit peu négatives à cause de cette Svatiska. Hein. Bon, les gens n'étaient pas allés plus loin que cette Svatiska, et c'est ça qui m'a décidé à créer ma première page, à savoir The Rob Charrois High School. Donc Stéphane, un grand merci, parce que c'est vrai que quelque part, ce livre a fait que l'aventure a un petit peu commencé pour moi en termes d'animation. Je dirais le choix de la croix gammée sur le premier, il s'est un peu imposé comme une évidence au départ. Je dirais parce que l'élément central de la tétralogie, c'est la Seconde Guerre mondiale et le régime nazi, puisque le personnage principal de la saga, qui s'appelle donc Friedrich Saxauer, c'est un Allemand et c'est donc un espion nazi. Donc forcément, ça s'imposait. Ça s'imposait d'autant que le volet historique c'est aussi la partie centrale de mon travail. Ouais. Je suis passionné par la science-fiction, mais je dirais, je suis aussi passionné d'histoire et d'histoire militaire. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé cet élément-là. Il faut savoir quand même que on va être clair, vos livres, c'est pas de la littérature pour ados, hein, c'est pas ce qu'on appelle de la bitlit, hein, ça je tiens à le dire, puisque vous n'avez aucune complaisance justement avec votre personnage central, hein, c'est-à-dire vous ne l'épargnez pas dans votre écriture. Enfin voilà, Frédéric Saxauer, c'est pas un enfant de cœur quand même. Hein. Non, alors, il y a différents univers qui se télescopent dans la série. Il y a les aventuriers de l'Arche perdue. Oui, j'ai souvent comparé Saxauer à un Indiana Jones nazi quelque part. Hein. Voilà, c'est ça. C'est un mélange entre Indiana Jones et James Bond. C'est-à-dire qu'on a d'abord des aventures, je dirais, orientales, parce que l'intrigue, ça se passe au Moyen-Orient, entre l'Irak, la Syrie, le Liban. Donc, il y avait cet aspect-là. Et puis, il y avait aussi l'aspect, donc, Indiana Jones, James Bond et X-Files. Voilà, ça c'est pour. Alors, du coup, je vous pour les grands thèmes. Question pour la gente féminine. En aussi sexy que ces trois-là ou... Oui. Ah, ça va alors. Je continue ma lecture du coup. C'est ça, c'est-à-dire voilà, la volonté c'était de faire un personnage justement qui pouvait ressembler beaucoup à Daniel Craig dans Casino Royale. Et je dirais, après c'est au lecteur de juger, mais comme ça va être adapté en bande dessinée, je dirais le dessinateur le lui rend bien pour le moment. Donc ça va. Voilà. Enfin. C'est juste une affaire personnelle de goût, hein. Après chacun décide, mais donc voilà, et l'idée dans tout ça, c'était bien qu'étant dans ces univers-là, je voulais faire quelque chose de très historique, de pas caricatural du tout, et c'est pour ça que le personnage n'est pas épargné. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit en discutant beaucoup avec un ami historien allemand et on a commencé à définir le personnage et son époque. Justement, j'ai essayé de définir tout ça en
en étant le plus possible du point de vue allemand. C'est parce que je ne voulais pas créer des personnages comme ceux qui pouvaient y avoir dans les Indiana Jones, des personnages nazis caricaturaux. Et donc, je voulais coller au maximum avec une vision historique de ces gens-là, et aussi coller avec une vision, je dirais, à la fois historique et à la fois aussi plus personnelle. C'est-à-dire que, m'intéressant beaucoup à la période, je considère pas la majorité, je n'essaie pas de considérer la majorité des nazis comme des psychopathes, et donc des personnes dont le comportement releverait de la psychiatrie. Parce que je pense que c'est les dédouaner d'une part de l'horreur, et je préfère les regarder d'un point de vue justement d'hommes normaux, et ce qui rend selon moi le crime encore plus abominable, parce que justement si on les considère uniquement pour ce qu'ils étaient en grande partie, c'est-à-dire des fonctionnaires, souvent des fonctionnaires zélés, je pense qu'on a une vision plus historique et plus humaine en fait de ces personnes, et ne pas les considérer comme des psychopathes, comme des criminels, je dirais, dans leur cœur, quoi, mais des criminels qui le deviennent parce qu'ils appliquent en fait une politique. Ça rend la mécanique, je dirais, à la fois plus crédible, plus proche de la réalité, que de se dire ah oui c'est des fous. Alors oui le mec est fou, alors oui forcément Himmler, hein, le patron de l'ASS, si on commence à le considérer du point de vue de ce qu'on de ses accointances avec justement avec le mysticisme, avec toute une série de concepts ésotériques, et qu'on se dit ah bah oui finalement c'était quelqu'un de plutôt farfelu. Forcément, on oublie que c'est quelqu'un qui a surtout rang de ministre, et qui applique une politique par le biais de notes de service, comme n'importe quel fonctionnaire. Et ce faisant, par exemple en 1943, c'est quelqu'un, Himmler, quand il se retrouve face à quelques milliers d'officiers SS qui sont en train d'appliquer la solution finale, hein, donc en train de faire tourner les camps de la mort, il leur demande, sous menace de mort, en fait, comment dire, d'appliquer, de travailler en fait avec la première vertu du fonctionnaire, c'est-à-dire la probité. Il leur demande en fait de ne pas piquer dans la caisse, et il demande à ce que le moindre marque, à ce que la moindre once d'or, à ce que le moindre manteau de fourrure qui soit saisi pendant les rafles revienne dans les caisses de l'État allemand. Et donc, il leur dit, celui qui fait pas ça, il respecte pas la loi, il sera condamné à mort. Il parle donc mais ce qui, selon moi, dans ce discours de 43 qui a lieu donc à Poznan en Pologne, hein, à l'époque ça s'appelle Posen parce que c'est annexé. Pour moi, le discours de Poznan, il est sidérant et il est flippant, parce qu'en fait, il demande en fait à des assassins de respecter la loi. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire que si on lit le discours, on dit ben oui, il parle à des fonctionnaires, et puis il leur demande de respecter, de pas voler, parce que voler c'est mal. Mais ces fonctionnaires-là, tous les jours, ils tuent des gens. Et donc il leur dit surtout soyez gentils, respectez la loi, parce que c'est pas bien de voler. Mais en même temps, c'est des assassins. Donc, c'est toute la complexité du régime nazi, et c'est toute la complexité de mes personnages et de Friedrich Saxhauser, qui se retrouve qui est donc mêlé à tout ça. Saxhauser a vécu un événement très particulier en 1923, et c'est un événement sur lequel il se posera des questions pendant tous vos ouvrages. En fait, on peut peut-être dire un mot sur cet événement particulier, alors qui est un événement romancé, bien sûr. Hein. Oui. Alors, l'événement en question, c'est le putsch de 1923, la tentative de putsch par Hitler en 1923 à Munich. Ça, c'est un fait historique, hein, par contre. Hein, voilà. C'est un fait historique. À ce moment-là, Hitler est plutôt chef de bande que politicien. Ouais.
Et il va tenter de prendre le pouvoir par les armes, et le gouvernement donc bavarois va mettre fin au putsch et mettre Hitler en prison. C'est là où, emprisonné, il écrira son livre Mein Kampf, etc. Alors ça, on y reviendra justement là-dessus, avec son passage avec Rudolf Hess, effectivement. C'est ça. Donc voilà, donc Saxe-Hauser, lui, à ce moment-là, il est dans l'entourage proche de Hitler, parce que c'est un ancien officier de l'armée impériale allemande. Il a donc combattu en 14-18. Et pendant la Première Guerre mondiale, il a en fait vécu le parcours de beaucoup de soldats allemands, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, qui n'est donc pas au départ destiné à devenir officier, mais face aux hécatombes de la Grande Guerre, les officiers disparaissant, il va se retrouver donc propulsé à la tête de sa compagnie. Et ça, c'est le parcours de beaucoup de soldats de l'époque. Hein, c'est des gens qui, comment dire, de souche populaire, ils deviennent officiers. L'armée les utilise jusqu'en 1918. Et après la guerre, donc au traité de Versailles, on limite l'armée allemande à 100 000 hommes. Et à ce moment-là, l'armée allemande étant dirigée par des gens de la noblesse, essentiellement de la noblesse prussienne, les grandes familles qui ont chacune un enfant officier, se disent, puisqu'on peut plus avoir que 100 000 hommes, tous les officiers qui ne sont pas comment dire, de sang noble, on va dire. Voilà, il y a un certain nombre de ces officiers à qui qu'on remercie tout simplement. On leur dit, écoutez, voilà, vous êtes démobilisés. Coucou à la porte. On est limité à 100 000, donc forcément, on peut plus vous employer. Et donc Saxe-Hauser, lui, il se retrouve au chômage. Et il va faire partie, comme ça, comment dire, c'est un des profils historiques des premiers adhérents au parti nazi. C'est justement le fait pour beaucoup de ces gens-là, y compris Hitler, de se retrouver dans une vie civile dans laquelle ils ne se reconnaissent pas et qui va les amener à glisser vers les extrêmes. Voilà. Vers au départ, on peut même presque dire de la délinquance. Puisqu'au départ, ce sont des délinquants quelque part. C'est ça. Mais il y a forcément, je veux dire, il y a tout un comportement mafieux dans le Troisième Reich, dans le fait de dire à partir du moment où vous prenez le pouvoir et par exemple où vous demandez à vos fonctionnaires justement de tuer des gens, où vous les incitez à le faire, vous en faites vos complices. Un peu à la manière d'un parrain de la mafia qui va dire à son tueur, va m'assassiner telle ou telle personne. À ce moment-là, en devenant criminel, vous devenez vous devenez débiteur de votre commanditaire. C'est-à-dire que vous devenez complètement dépendant du commanditaire. Le commanditaire, à ce moment-là, vous protège. En l'occurrence, Saxe-Hauser, qui va donc participer à la nuit des longs couteaux et exécuter donc des camarades de combat du parti nazi. C'est quand Hitler donc purge le régime pour vraiment avoir le pouvoir. À ce moment-là, la seule chance pour Saxe-Hauser d'échapper à la loi, parce qu'il n'y a pas d'ordre qui est donné. On leur demande. Donc à ce moment-là, il tue des gens. La seule personne qui le couvre, c'est Hitler. Donc à ce moment-là, les gens qui tuent se disent, si la personne qui m'a demandé de tuer perd le pouvoir, je suis perdu. Donc vous devenez complètement inféodé à la personne qui vous a demandé d'assassiner quelqu'un. C'est la même chose dans la mafia que où les parrains vont faire bénéficier de leur protection leur tueur, Escobar en Bolivie qui dit à ses sicarios, va tuer tel politicien, mais bien évidemment moi je te protégerai derrière, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas pouvoir acheter moi j'ai acheté les policiers, etc. Enfin voilà, après le sicarios il est obligé à vie
de protéger Escobar, parce qu'il sait très bien que le jour où Escobar tombe, il tombe aussi. C'est vrai que pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore le travail de Stéphane, vous pouvez vous dire, tiens, Nufon, on est parti sur un cours d'histoire ce soir, c'est intéressant, mais quelle est la transversalité? Alors, on va peut-être y venir, puisque le château des millions d'années, bien que vous ne soyez pas ufologue, hein, bien en fait, va d'un coup glisser vers quelque chose d'absolument fou, par un événement qui va se passer donc au Moyen-Orient avec ce fameux Saxe-Sauveur. Tout à fait. Alors, je voulais installer mon intrigue au Moyen-Orient, déjà parce que je considère que c'est le berceau des civilisations, d'un certain nombre de civilisations, le berceau aussi de 3 grandes religions monothéistes, également le berceau de nombre de nos croyances, nombre de nos pensées philosophiques, et c'est pour ça aussi que la série s'appelle Origine. Donc je voulais m'installer là-bas et installer mon intrigue là-bas. Et puis là, je voulais, je dirais, faire écho à des lectures de jeunesse. C'était donc toutes ces lectures qui avaient trait donc aux origines des civilisations, à un endroit qui me tient particulièrement à cœur d'un point de vue archéologique, qui est Göbekli Tepe. Qui nous tient nous aussi beaucoup à cœur. Oui, je sais. Donc voilà, moi c'était un endroit qui me fascinait. C'est comme je suis fasciné par l'apparition des grandes religions, et par justement ce caractère central de l'Orient, en fait, des vallées du Tigre et de l'Euphrate. Donc, je voulais m'intéresser à ce secteur. Et puis, je dirais, pour ancrer mon histoire, qui était donc une histoire d'archéologues nazis et d'espionnage. Et à ce moment-là, je suis tombé un peu par hasard sur un texte sur Internet qu'on pourrait qualifier de complotiste, qui avait lieu donc, qui avait trait à la guerre du Golfe, et où on expliquait en fait que les Américains intervenaient donc en Irak pendant la première guerre du Golfe ou la seconde, je sais plus trop bien, mais en tout cas que l'intervention était motivée par le fait que les Américains voulaient s'approprier les soucoupes volantes de Saddam Hussein. Et ça a résonné chez moi parce que j'étais donc un grand consommateur de X-Files, donc, et je me souvenais d'épisodes qui avaient trait au même sujet. Et là, donc, il était question dans le fameux article d'une forteresse qui aurait été donc une résidence de Saddam Hussein, une résidence fortifiée qui s'appelait Qalat el-Julundi, et donc avec une base secrète extraterrestre pas loin, avec des soucoupes volantes et ainsi de suite. Et là, j'ai ensuite un tout petit peu creusé. J'ai trouvé aucun lien sur la fameuse forteresse de Qalat el-Julundi, si ce n'est à nouveau des liens complotistes qui expliquaient que si on trouvait rien sur Qalat el-Julundi, c'était justement parce que tout avait été effacé, parce que c'était effectivement un lieu par hasard. un lieu particulier. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est marrant, un endroit qui n'existe pas. Donc je me suis dit, il va falloir qu'il apparaisse, et donc je m'en sers dans ma série. Mais néanmoins, je voulais pas m'en servir, comme je ne voulais pas me servir de Göbekli Tepe, c'est-à-dire que je ne voulais pas me servir d'un endroit où physiquement on pouvait se rendre tout de suite, comme ça, facile, et puis pour aller se rendre compte sur place si oui ou non il y avait une base extraterrestre. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prospecter un peu le secteur qui donc appartient au Kurdistan irakien, et c'est là où je suis tombé sur le barrage de Dokkan, donc à la frontière avec l'Iran, sur un fleuve qui s'appelle le Petit Zab, Nar al-Zab al-Saghir, et donc un barrage, un lac de rétention, tout ça datant donc de 1958, barrage qui existe toujours aujourd'hui, et qui a donc forcément noyé une vallée, et c'est donc cette vallée, aujourd'hui inaccessible, c'est dans cette vallée inaccessible que j'ai décidé évidemment de situer le château des millions d'années. Là, il y a des milliers et des millions de mètres cubes d'eau à cet endroit-là, donc on peut tout imaginer aujourd'hui. Oui, dans cette fameuse vallée. Voilà, donc déjà donc l'action proprement dite, moi je la situe pas en 1958, je la situe donc en 1939, et en 1939 donc il y a une expédition archéologique de Lannenerbe qui va se rendre sur place.
Alors la non-herbe, je vous invite à chercher sur Internet parce que la non-herbe, c'est quelque chose d'historique. Hein. Tout à fait. C'est vrai que moi, la Seconde Guerre mondiale et puis surtout les mouvements nazis alors j'allais dire me fascinent, c'est pas le bon mot, mais m'intriguent tellement ils sont allés loin dans des recherches vraiment très particulières quand même. Hein. Oui, 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 tout à fait. Je voulais partir de là parce que donc ça a été la non-herbe. Donc oui, c'est un des livres sur lequel je m'appuie parce que donc c'est effectivement la non-herbe. Ça veut dire quelque chose comme héritage des ancêtres. Ouais. Et donc c'était une officine de la SS, donc officine nazie, ayant pour objectif de démontrer les origines de la race aryenne et sa supériorité. Alors, sa prétendue supériorité. Donc, ils ont fait des fouilles archéologiques un peu partout, et ce sont des gens qui ont inspiré Spielberg pour les aventuriers de l'Arche perdue. Ouais, exactement. Ce sont ces archéologues-là qu'on retrouve dans le premier volet de Indiana Jones. Voilà. Alors, je vais vous poser une question, mais au final, Hitler était-il vraiment ésotérique ou c'était plutôt les gens qui l'entouraient? Parce que ça, c'est une question quand même. On n'est pas sûr qu'Hitler était si penché sur l'ésotérisme, sur le mysticisme. Je pense que ça devait bien l'arranger de le faire croire à ses amis et soutiens. Parce qu'on retrouve, et ça j'en parle dans le Château des millions d'années, on retrouve quand même beaucoup de... Comment on va dire ça? Il y avait une mode à l'époque qui était lié aussi à la fin de la Première Guerre mondiale. On faisait beaucoup de spiritisme parce qu'on voulait parler avec les défunts. Et donc, il y avait une espèce de mode autour de tout ça. Et je pense que il a dû... il a fréquenté comme ça un certain nombre de personnes qui étaient des gens influents, qui étaient des gens riches, qui étaient des gens qui étaient susceptibles de l'aider politiquement, et qui étaient des gens qui étaient férus d'ésotérisme. Et donc, à mon avis, ça devait être en partie un calcul politique que de leur dire oui, oui, tu as raison. Plus convaincu que ça, quoi, effectivement. Alors après, est-ce qu'il était, ouais, voilà, ça après, je pense pas qu'il y ait vraiment d'éléments historiques qui permettent d'établir si oui ou non il était, jusqu'à quel point, je dirais, ses convictions, quelles étaient ses convictions et jusqu'à quel point il pouvait croire à ça. Mais ce qui est certain, c'est que Himmler, donc un de ses bras droits, enfin celui qui va devenir son bras droit et qui va donc créer un État dans l'État nazi qui est donc la SS. Lui, par contre, il était il était à fond là-dessus. Il faisait enregistrer les chants des sorcières en Scandinavie. Il a envoyé des archéologues chercher des trésors chez les Cathares. Et il a envoyé des gens donc au Moyen-Orient. Donc des gens qui vous voyez, bah voilà, on est entre Laurence d'Arabie et Indiana Jones. Et donc la légende que je viens de vous montrer à l'écran, c'est des archéologues nazis. Donc, quand tout à l'heure je disais que je voulais déjà lutter contre certains clichés et certains aspects caricaturaux qu'on pouvait avoir notamment dans Indiana Jones, bah, cette photo-là, elle en fait partie. C'est-à-dire que non, il ne se promenait pas avec un brassard à croix gammée par 50 degrés à l'ombre quand il n'y a pas d'ombre. Il se promenait, ben voilà, comme des bédouins, quoi. Et un archéologue sur un chantier de fouilles. Là, voilà, vous avez une joyeuse équipe nazie en train de faire des fouilles. Bah, vous voyez que ça correspond pas vraiment au... Ce que j'allais vous dire, sur la photo, ils sont presque sympathiques. Hein. Ah ben oui, voilà. Et j'essaie par tous les moyens de vous trouver une autre photo où il y a un de ces archéologues mais je la trouve plus là. Où l'archéologue est en train de poser avec un chapeau et une veste en cuir. C'est comment dire, c'est Indiana Jones. C'est-à-dire que ils ont pas ce look de gestapiste à lunettes rondes que les personnages, enfin des personnes, ou même à uniforme. Hein, ils ont pas vraiment les uniformes qu'on peut des fois leur prêter. Et c'est là où vous faites commencer ce qu'on appelle, puisque ce que vous avez écrit, on peut appeler ça une uchronie en fait. Hein, on est bien d'accord. Alors c'est pas, moi je préfère histoire secrète. Ouais.
parce que, comment dire, aborder la série, parler de la série du point de vue de l'Uchronie, ça voudrait dire que, parce qu'en fait, la série, elle va jusqu'en 2017. Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, hein, c'est pas que 39 et guerre mondiale, ça, et c'est ce qui la rend folle d'ailleurs, je trouve. Hein. Enfin, on va pas spoiler la fin, mais c'est ça. Voilà. Vous êtes ouvert une porte royale pour faire une suite, hein, ça c'est clair. Voilà, donc dire que c'est une uchronie, ça voudrait dire en fait que le monde dans lequel on est n'est pas celui qu'on croit. Et donc voilà, donc l'histoire secrète, c'est pour moi plus. Ça correspond plus à ce que vous vouliez écrire. Exactement. Ouais, exactement. Parce que j'ai voulu donc mettre en scène un secteur, donc la fameuse vallée du Petit Zab, donc en Irak, en 1939, cette fameuse équipe archéologique nazie. À l'intérieur de l'équipe, un espion qui se sert de l'équipe comme d'une couverture pour faire du renseignement, c'est Friedrich Saxhauser, donc un espion SS donc et personnage central de la saga. Et ensuite une découverte du troisième type, une rencontre du troisième type qui va permettre en fait à ce brave Saxhauser de se dire ah bah tiens avec ce que je viens de trouver peut-être que s'il y a une guerre ça pourrait faire gagner la guerre à mon pays. Et donc il va simplement faire son job d'espion, c'est-à-dire que il va essayer de ramener tout ça en Allemagne. Donc ça c'est le point de départ du château des millions d'années. Et donc point de départ qui est vraiment avec un terreau historique. Il y avait effectivement des équipes archéologiques qui étaient sur place à l'époque, et il y avait effectivement des espions nazis qui étaient sur place à l'époque aussi, parce que l'Allemagne nazie a essayé de retourner les pays arabes contre les Français et les Anglais qui avaient donc à ce moment-là des protectorats en Syrie, en Irak, au Liban, etc. Donc, et on commençait à trouver aussi là-bas du pétrole. C'est ça aussi, voilà, il y avait cet enjeu de l'énergie, effectivement. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, moi, c'est un peu un écho aussi, la série, et cette idée de dire le Moyen-Orient, c'est important pour gagner la guerre. C'est aussi un moyen de dire, voilà, c'est d'ancrer aussi l'époque et 1939 dans notre période actuelle. Le Moyen-Orient reste stratégique aujourd'hui et reste foyer de tension, et finalement il l'a toujours été, et il a toujours été déterminant pour le monde et pour l'humanité. C'était aussi un peu un moyen de l'ancrer justement dans le rapport avec les extraterrestres et avec les origines des civilisations. C'est de se dire mais bon sang, mais pourquoi là? Pourquoi est-ce que c'est là que sont apparues trois religions monothéistes? Pourquoi est-ce que c'est là que se sont épanouies les plus grandes civilisations, enfin certaines des plus grandes civilisations? Et pourquoi ces civilisations, finalement, on peut trouver par exemple des liens entre elles et les civilisations amérindiennes, hein, les pyramides égyptiennes qui font écho aux pyramides mayas et ainsi de suite. Voilà, donc tout ça c'était l'idée de lancer une explication donc forcément science-fictive. Oui, parce que ça reste un roman. Hein. Je le redis pour ceux qui nous rejoignent en live. Là, il ne s'agit pas d'un travail documentaire comme peuvent faire certains chercheurs et vendre ça pour argent comptant. Vous, c'est bien un roman. Hein. Voilà, hein, c'est un roman, précise, absolument. Hein. C'est un roman. Et c'est un roman qui se veut historique. Voilà. Alors, roman d'aventure historique. C'est là où je trouve que vous avez fait très fort, Stéphane, c'est que vous pouvez lire ce roman et il pourrait tout à fait s'insérer dans notre réalité. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le livre aurait pu se passer sans modifier notre monde aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est excellent dedans. C'est ça. Et c'est-à-dire que mon idée était la suivante. C'était de dire, voilà, ils font une rencontre du troisième type, mais un peu à la manière du film Rencontre du troisième type. En fait, l'humanité
n'apprend pas la nouvelle. Elle est uniquement connue et maîtrisée par un certain nombre de personnages influents. Et donc, mon idée, ensuite, c'était de dire, voilà, je vais lancer une grande course-poursuite à travers le monde et le temps, hein, parce que donc c'est des courses-poursuites de 1939 à aujourd'hui, pour contrôler cette connaissance, mais tout se faisant en secret, sans que personne n'en sache rien. Bon, et à ce moment-là, il fallait rendre, je dirais, la couverture plausible, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait ne le savoir. Donc là, je me suis servi, encore une fois, de l'histoire, avec un grand H. Je me suis servi notamment du projet Manhattan. Ouais. Donc, comment dire, la mise au point de la bombe atomique, parce que pour moi, je dirais, tous les ressorts du projet Manhattan sont des ressorts qui peuvent s'appliquer je dirais, à l'étude du phénomène OVNI. On a donc, pour revenir sur le projet Manhattan comme ça et faire juste un petit topo. Je rappelle que le projet Manhattan, par contre, ça c'est pas du roman, ça s'est réellement passé, c'est la bombe historique. Hein, la bombe nucléaire. Hein. C'est-à-dire que des scientifiques étudient donc la réaction en chaîne de l'uranium à partir dans la période entre deux guerres, hein, donc années 20, années 30. Et donc, en 1939, avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, et c'est très important de le dire, avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, il y a Albert Einstein qui va envoyer donc qui va écrire une lettre au président américain, à Roosevelt. Et la lettre, on la retrouve donc dans le tome 2. Dans le vraie lettre, hein. Einstein a vraiment écrit cette lettre à Roosevelt. Hein. Ça, c'est historique. Oui. Oui. Donc, il lui écrit une lettre, et grosso modo, pour lui expliquer donc qu'on peut faire une bombe atomique, pour l'instant, à cette époque, au moment où il écrit, même quelqu'un comme Einstein, n'a pas une idée précise de la taille que la bombe peut faire. Et lui, à ce moment-là, il pense que ça doit être quelque chose d'assez énorme, parce qu'il l'imagine n'étant transportable que par bateau. Et il suggère à Roosevelt, ce qui est pour moi assez énorme, il suggère à Roosevelt de développer la bombe en passant notamment par le biais de sociétés privées. Donc voilà, et il lui dit, voilà, ça serait bien de faire ça parce que finalement, il faut savoir que les Allemands ont commencé à le faire, et il faut savoir aussi qu'ils contrôlent une des premières sources d'uranium en Europe, à savoir des mines en Tchécoslovaquie. Là, pour moi, il y a un deuxième élément fondamental qui est que Einstein écrit la lettre avant que n'éclate la Première Guerre mondiale, donc le 3 septembre 1939. On ne va communiquer la lettre à Roosevelt qu'en octobre 1939. Donc à savoir plusieurs semaines après le début de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale où ne sont pas encore impliqués les États-Unis d'Amérique. Oui, tout à fait, il faut le rappeler. Hein. Voilà. On n'arrive que tardivement. Hein. Voilà, et donc il y a pour moi comme ça un certain nombre de choses qui se mettent en place dès le départ. C'est-à-dire que on peut imaginer effectivement que l'administration américaine ait été suffisamment lente pour ne pas communiquer avant cette date la lettre au président des États-Unis. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il ait été le premier informé. Et Einstein, déjà à l'époque, était une pointure. Donc, et il résidait aux États-Unis, etc., etc. Comme bon nombre de physiciens allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie pour échapper aux persécutions. Oui, parce que Einstein avait des origines juives. Tout à fait. Et il avait dû quitter l'Allemagne parce que c'était, malgré son statut, absolument, il aurait été mis aux travaux forcés en tant que scientifique. Et ça, il le souhaitait pas, effectivement. Tout à fait. Et donc, ce qui va se mettre en place petit à petit donc, aux États-Unis, c'est un organisme secret, le projet Manhattan, qui va à la fois être piloté par des militaires et par des sociétés privées. Ouais. On a un peu le début du complexe militaro-industriel, en fait. Et voilà, exactement. Et complexe militaro-industriel où, à titre personnel, j'aime envisager
uniquement du point de vue du discours de Eisenhower quand il est président des États-Unis. C'est-à-dire que Eisenhower, il fait, si ma mémoire est bonne, il fait 2 mandats en tant que président, Ouais. et quand il quitte son poste, En 53, ouais. voilà, quand il quitte son poste, il fait son dernier discours aux Américains. C'est un discours où il met en garde en fait les institutions et le peuple américain sur les dangers du complexe militaro-industriel, ce qui est assez marrant pour un militaire, pour un ancien général qui a donc piloté l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Je me dis, et puis qui était président des États-Unis, c'est quand même un peu quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est ironique, Je le vois mal échafauder des théories farfelues à ce sujet. Et donc je me dis, bon bah voilà, moi j'aime bien envisager ça, encore une fois, de ce strict point de vue-là. Je ne veux pas aller plus loin sur le sujet. Je me dis, bah voilà, si un président des États-Unis et ancien généralissime américain me parle du complexe militaro-industriel, j'ai dans la lettre d'Einstein, rédigée donc presque 20 ans, 40, 50, 15 ans avant, j'ai dans cette lettre un brillant scientifique qui explique au président américain que s'il veut fabriquer une bombe atomique, ça va coûter beaucoup d'argent, mais qu'il va devoir en passer par le secteur privé. Et le projet Manhattan, parce qu'il est piloté donc par une instance militaire, il va échapper au contrôle du Congrès, donc au contrôle des élus américains, donc au contrôle du peuple américain. Tout simplement. Et ça va comment dire, ils vont donc manipuler des milliards de dollars de l'époque. Parce que le projet Manhattan, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont travaillé dessus. Hein. Exactement. Et donc, voilà, ça c'est pour mon histoire à moi, où je me dis, si historiquement, un projet Manhattan peut être capable comment dire, d'absorber des milliards de dollars venant de fonds publics et privés, et faire travailler, je crois, faire travailler des centaines de milliers de personnes, monter des usines gigantesques partout aux États-Unis, je me dis, et sans que le peuple américain et le Congrès soient au courant, je me dis que finalement, imaginez quelques espions américains et anglais apprenant l'existence d'une civilisation extraterrestre, apprenant qu'un agent nazi a découvert quelque chose et qui va essayer de le ramener chez lui pour s'en servir, et donc créant une espèce de petite officine qui va devoir elle aussi être financée, parce que je me suis aussi intéressé au système de financement et au système de recrutement. Et donc voilà. Et donc mon histoire finalement, elle tient à pas grand-chose à côté de l'énormité du projet Manhattan et de son caractère secret. Ce qui est excellent dans ce livre, enfin là où j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces 4 livres, c'est que de façon régulière, je lisais un élément et je disais mais ça c'est de l'histoire ou ça c'est du roman. Et c'est ça qui était formidable. Alors moi il y a cet épisode quand même. Je vous admets que avant de lire votre livre, je l'avoue, je ne connaissais pas Rudolf Heiss. Et donc cet épisode où Rudolf Heiss prend son avion d'Allemagne pour aller atterrir en Angleterre, pour essayer d'aller négocier non pas un partenariat, mais au moins une paix, pour moi, au départ, c'était un élément totalement imaginé du roman. Et j'ai eu la surprise de me rendre compte qu'en fait, c'était un fait tout à fait historique. Tout à fait. Ça s'est passé le 10 mai 1941. Et j'en parle donc dans le tome 3, dans Club Uranium. Et donc là, l'avion qui est sur la couverture, c'est l'avion justement de Rudolf Heiss. Voilà. Alors on peut peut-être dire quelques mots sur Rudolf Heiss, qui pour moi est un personnage quand même plus qu'intrigant quand même. Oui, alors justement, c'était quelqu'un qui était c'était un grand passionné d'ésotérisme. Et je me suis servi de ce livre-là. Et là, il faut que je le lise. 2 mots déjà de ce livre, parce que je trouve aussi que ce livre est très intéressant, parce que donc il donne un certain nombre d'éléments sur donc son voyage en Angleterre, donc son vol en Angleterre dans la nuit du 10 mai 1941. Mais c'est aussi intéressant parce que l'historien donc qui a fait ce livre, qui s'appelle Martin Allen, qui est anglais, c'est une histoire assez particulière, l'histoire de ce livre et de Martin Allen. C'est que Martin Allen, en fait, va utiliser pour écrire ce livre des documents qui ont été en fait déclassifiés par les Britanniques. Ont été déclassifiés, je crois, dans les années 80-90,
déclassifiés donc avec l'assentiment des autorités britanniques et des services secrets, parce que c'était donc des documents qui jusque-là étaient classés secrets et qui avaient lieu et qui avaient donc qui étaient donc des documents donc des services secrets et du ministère des Affaires étrangères. Donc Martin Allen va tomber sur un certain nombre de documents qui vont lui permettre d'échafauder une théorie qu'il expose dans ce livre. Quelque temps après la publication du livre, il va apparaître que les documents que Allen a utilisés étaient faux, ce qui va griller plus ou moins Martin Allen en termes de crédibilité sur cette histoire et même en tant qu'historien. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit, qui pourrait avoir un intérêt à fabriquer des faux, à les glisser dans des dossiers classés secrets du ministère des Affaires étrangères et des services secrets britanniques, comme une espèce de piège, si vous voulez, en se disant, mais pourquoi on met un faux dans un document auquel le public ne peut pas accéder? À qui sert le crime, ouais. Si ce n'est pour pouvoir, le jour où il y aura quelqu'un qui dira regardez ce que j'ai trouvé, regardez. Et là, on lui dira mais non, regardez, c'est un faux. Vous êtes nul, mon pauvre. Vous venez de vous faire avoir par un vulgaire faux. Et effectivement, vous n'avez pas fait un bon travail d'historien. Donc toute la théorie que vous pourriez échafauder, elle vaut pas un clou. Voilà, l'idée étant, c'est de savoir pourquoi Rudolf Hess est allé en Angleterre le 10 mai 1941. Et l'idée de Allen, c'était d'expliquer qu'en fait les Anglais auraient tendu un espèce de piège aux nazis, c'est-à-dire que à ce moment-là, il n'y a que les Anglais qui combattent l'Allemagne nazie. Les Anglais auraient laissé entendre aux nazis qu'ils voulaient faire la paix. Ou en tout cas qu'il y avait un certain nombre de politiciens anglais qui voulaient faire la paix et que ces politiciens étaient des opposants de Churchill. Et donc l'idée, c'était de dire aux nazis, écoutez, on va peut-être faire la paix, laissez-nous le temps de déboulonner Churchill et ensuite on fait la paix. La duplicité de l'Angleterre, c'était on fait croire ça aux nazis, comme ça on essaie de pousser Hitler à attaquer l'Union soviétique, comme ça on sera plus tout seul face à Hitler. C'est ça la théorie. Je débattrai pas du tout sur puisque ça reste une théorie a priori une théorie qui est plus ou moins battue en brèche et aussi parce que tout simplement Rudolf Hess ne s'est pas réellement expliqué et il a été emprisonné à vie. Ouais, alors ça c'est un truc aussi de fou, hein. Voilà, et on l'a décrit comme ayant perdu la tête, on l'a décrit comme désorienté, souffrant de perte de mémoire. Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il voulait faire quelque chose de son propre chef, ou est-ce qu'il venait parler au nom de quelqu'un et au nom de Hitler? Parce que quand Hitler a appris qu'il était parti en Angleterre, Hitler a dit ce type est fou, il a trahi, hein, donc les nazis se sont désolidarisés de sa mission. Donc voilà, ça posait comme ça, ça reste encore un mystère, et je trouve que ça reste un mystère qui est passionnant. Et donc évidemment, je m'en sers. Alors il faudrait expliquer quand même que Rudolf Hess, c'est pas n'importe qui, ça va être le co-détenu d'Hitler suite à son arrestation en 1923. Voilà. Et certains pensent même qu'il est peut-être la petite main qui a écrit Mein Kampf au final, hein. Enfin, là-dessus, il y a comme un débat quand même, hein. Ou en tout cas son co-rédacteur. Ouais. Alors que quand on voit Rudolf Hess, c'est vrai que j'ai toujours été étonné par son faciès qui respire pas l'intelligence, quoi. Quand on le voit comme ça, il a l'air complètement abruti, quoi. Oui, et il a toujours été présenté comme tel, et il est arrivé au procès de Nuremberg, donc après-guerre, quand on a jugé les criminels nazis, il y a eu justement un débat sur sa folie, réelle ou supposée ou feinte, fou ou pas. Les seuls éléments que moi j'ai essayé de mettre en avant dans le livre, plutôt que de trancher là-dessus, c'était plutôt justement de décrire, encore une fois d'un point de vue très historique et très factuel, ce qu'il a fait cette nuit-là. C'est-à-dire qu'il a pris un avion du sud de l'Allemagne, d'Augsbourg,
pas très loin de Munich. Il a pris un avion, avion militaire, qui avait été spécialement modifié selon ses instructions pour pouvoir. Parce que c'était un pilote, hein. Il faut savoir que c'était un pilote. C'était un pilote de la Première Guerre mondiale. Il avait déjà une quarantaine d'années. Il a demandé un avion. Il a fait modifier l'avion spécialement par la firme Messerschmitt pour pouvoir faire ce vol. Il avait donc notamment fait greffer un canot de sauvetage parce qu'il allait traverser une partie du Nord. Il a effectué un vol, et je vais essayer de vous montrer à l'écran là. Il a utilisé pour son parcours des faisceaux hertziens qui permettaient en fait aux bombardiers allemands de se guider au-dessus de l'Angleterre. Il est arrivé au-dessus de l'Angleterre, donc dans le clair-obscur et ensuite dans la nuit. Il a traversé une partie de l'Angleterre et de l'Écosse en rase-motte, à peu près au niveau des clochers donc voilà, il a fait une partie de saute-mouton au-dessus de l'Angleterre. Et je dirais pour un mec pas très malin et peut-être fou, c'était quand même un peu fort. Ou alors, comme on m'a souvent rétorqué, on a dit, bah oui, justement, il était fou parce que il a fait une partie de saute-mouton, il aurait pu mourir. Oui, effectivement, on peut le voir comme ça aussi. Mais donc voilà, donc il a fait ça, et donc tout ça pour se retrouver sautant en parachute alors que son avion n'avait plus de carburant, à côté de Glasgow et à proximité donc d'un château où se trouvait un Lord Hamilton, qui était à la fois un proche de la famille régnante d'Angleterre, donc des Windsor, et un proche des milieux qui étaient opposés à Churchill, et donc en faveur d'une paix avec l'Allemagne nazie. Voilà, donc moi je m'en sers évidemment pour d'autres raisons que nous n'évoquerons pas ici parce que ça serait spolier le tome 3. Exactement. Voilà, mais voilà, je me sers aussi de ça. Alors, je vais revenir un petit peu sur, je dirais, le cœur des livres, donc ces fameuses entités qui sont déjà là. Comment vous les avez imaginées? Comment vous avez fait pour leur donner consistance? Parce que, alors, c'est pas qu'on les voit, hein, vous les décrivez pas si précisément que ça, encore que, mais comment vous avez imaginé ce qu'elles pourraient être, ressentir, leurs objectifs? Vous vous êtes inspiré de quoi pour le faire? Comment on va dire ça? Ça, c'est pour les 4 tomes. Si on prend les 4 tomes, et on va essayer de pas spoiler la fin. Ouais, on va essayer. Je voulais essayer aussi de prendre un peu de recul sur ma façon de voir justement les extraterrestres, les ovnis et la place de l'homme dans l'univers. Alors voilà, ça devient de grandes considérations, mais il y en avait aussi un petit peu. C'était de m'interroger sur déjà comment on pouvait toujours traiter le sujet quand H.G. Wells écrit la guerre des mondes au 19e siècle. Il décrit les Martiens donc débarquant en Angleterre à proximité de Londres et donc mettant à sac la ville de Londres. Ensuite, quand les Américains nous parlent de rencontres du troisième type, que ce soit donc dans pas mal de films et puis aussi et pas mal de livres, ils mettent bien souvent en scène des Américains, ou en tout cas des gens qui sont présentés comme tels, ou je veux dire même dans Star Trek finalement. C'est très américano-centré quand même. Exactement, il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de dire que l'Enterprise, l'Enterprise, c'est quand même le nom d'un bâtiment de guerre américain. À peu près toutes les époques ont leur Enterprise. Il y a un porte-avions qui s'appelle Enterprise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a même des navires à voile au 18e, 19e siècle, des navires à voile américains qui s'appellent déjà Enterprise. Donc, si effectivement le capitaine Kirk et ses copains, à part évidemment Monsieur Spock, ne sont pas quelque part des arrière petits enfants d'Américains, je sais pas, mais pour moi, il y a quand même quelques éléments qui font que ils sont sans doute un peu américains. Le capitaine, c'est Kirk, hein. Alors effectivement, on a voulu à l'époque mettre un peu de minorité, hein, mais bon, oui. quand même Kirk, hein.
Exactement. Et puis bon, je suis moins un connaisseur des films de Star Trek, mais il y a aussi, je crois, des passages qui se font sur Terre où, si je me souviens bien, ça ressemble plus à des gratte-ciel de l'Amérique que même si on prend Star Wars, enfin enfin voilà, Star Wars, c'est né au New York quelque part. Hein, oui, voilà. C'est très américano-centré, effectivement. Voilà, exactement. Donc moi déjà c'était pour voir ça. Je voulais prendre mes extraterrestres en fait là où les Américains et H.G. Wells les prenaient, c'est-à-dire se dire voilà un peu, on va dire quelle que soit l'époque, quand on prend en considération une éventuelle rencontre du troisième type, on a tendance à mettre en scène la civilisation dominante et à dire voilà, alors si aujourd'hui ils viennent sur Terre, ils vont forcément avoir envie de rencontrer la civilisation dominante. H.G. Wells au 19e, bah, c'est les Anglais. Et les Américains au XXe siècle, c'est forcément, c'est nous, quoi. Évidemment, il va aller parler aux Américains. Hein, il va pas aller rencontrer, ils vont pas s'amuser à atterrir dans la forêt amazonienne pour aller parler au chef Raoni et lui dire nous venons en paix, nos intentions sont pacifiques. Et si on s'entendait, non, on va toujours mettre en scène le président américain, hein, Mars Attack, voilà, et il s'avance vers la soucoupe, et voilà, il lui arrive ce qui lui arrive. Je me dis, bah voilà, déjà, ça, c'est pour moi, c'est le premier élément, c'est de se dire, est-ce que cet ethnocentrisme, il est justifié et justifiable. Ensuite, c'est sur l'intention de l'extraterrestre, c'est-à-dire que encore une fois, H.G. Wells, Mars Attacks, Independence Day, c'est toujours se dire, là se placer en fait en tant qu'humain et dire on habite la plus belle planète de l'univers. Ah, notre merveilleuse planète bleue, elle est si belle que n'importe quel peuple, où qu'il soit dans l'univers, il pourrait avoir envie de la coloniser. Bon, ok, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que c'est toujours très manichéen, effectivement. Oui, ouais. oui, effectivement, le Martien, il vient sur Terre, a priori, dans l'intention d'éliminer la race humaine et ensuite de s'approprier le terrain. Et donc, de la même manière que de Independence Day ou autres ont toujours des intentions invasives. Bon, et je me dis, mais finalement, est-ce que c'est à nouveau avéré? Est-ce que ça peut être la seule intention qui puisse animer la race extraterrestre et est-ce que finalement c'est pas encore une fois une double vision de l'homme qui depuis les commencements de la civilisation considère que l'homme est en mesure de toute chose, il doit forcément se placer au centre de l'échiquier et donc forcément lui et sa planète sont tellement extraordinaire que, eh ben, bien évidemment, n'importe quelle race, aussi avancée soit-elle, elle arriverait ici, elle aurait envie de s'adresser à lui et pas dans une autre raison que celle de s'approprier ce qu'il a de plus beau à ses yeux, c'est-à-dire son environnement. Donc c'est ça un peu mes interrogations et je dirais certains éléments qui vont être comme ça dévoilés au fur et à mesure de la saga. Est-ce que notre Terre représente tant que ça un intérêt, en partant déjà du principe que elle est périssable et qu'un jour notre Soleil disparaissant, elle va forcément disparaître elle aussi, et avec elle donc la possible seule présence de vie dans l'univers, puisque si on ne croit pas aux extraterrestres, il ne peut y avoir de la vie dans l'univers donc que sur Terre, et donc ça voudrait dire qu'on a une date limite de consommation. Enfin, en tout cas, la vie, elle a une date limite de consommation, ça sera la durée de vie de notre étoile. Et donc ça aussi c'est une interrogation, c'est de se dire et là je suis allé chercher un peu ces idées-là avec le paradoxe de Fermi et c'est-à-dire
Et ce qui avait été dit, je crois aussi par Carl Sagan. Alors là, je suis moins sur des terrains où je maîtrise tous les éléments, mais c'était des interrogations sur le fait de dire que si on considère qu'effectivement, vu les probabilités pour que la vie apparaisse dans l'univers, si on s'en tient aux probabilités, il doit y avoir donc des milliers ou des millions, je ne sais plus, de mondes habitables. L'équation de Drake, ouais. Voilà, donc à ce moment-là, pourquoi ne sont-ils pas rentrés en communication avec nous? Voilà, deuxième question. Et il y avait une théorie qui avait été avancée il y a quelque temps de cela, qui disait, et qui pour moi fait vraiment écho à notre époque moderne, qui disait, oui, alors voilà, c'est parce qu'en fait, une civilisation, en fait, elle se développe, et à un moment donné, elle va utiliser les énergies fossiles de sa planète pour se développer. Elle ne va pas être capable d'atteindre un niveau de développement suffisant lui permettant de se rendre dans un autre monde habitable, parce que avant d'atteindre ce niveau, elle aura consommé toutes ces énergies fossiles. Donc quelque part, elle va se détruire, s'auto-détruire, avant d'être en mesure d'envoyer des vaisseaux dans un autre monde habitable. Et donc moi, je suis parti de ça pour brosser le portrait de mes extraterrestres. Et là, je vais m'arrêter là. Oui, on parle d'ufologie, on parle d'extraterrestres, mais on parle aussi de l'histoire. Et encore une fois, c'est ce qui m'a vraiment passionné dans vos livres, c'est cette histoire avec un grand H qui est en filigrane, qui est là. En fait, c'est un livre instructif et en même temps divertissant. Et ça, c'est assez rare à trouver. Et puis en plus, c'est bien écrit. Combien de temps pour écrire le premier tome ou la saga? Avec toutes les recherches qu'il y a autour. La saga, ça s'est déroulé en fait sur une très longue période. J'ai toujours été intéressé par la bande dessinée et par les romans de science-fiction, je dirais classiques. Et j'ai commencé à écrire des histoires quand j'étais au collège. J'ai raconté une histoire d'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est en fait le thème central du Marteau de Thor. Il y a le deuxième tome. Donc dans cette histoire-là, des espions allemands se rendent en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale pour s'emparer de quelque chose. Ça, c'était mon histoire quand j'étais gamin. Et donc c'est une histoire sur laquelle je me suis longtemps endormi. Et j'ai commencé à écrire des livres d'histoire militaire en 2002. J'ai commencé donc à écrire des livres sur la guerre de 1870. Donc je me suis intéressé aux conflits modernes, donc forcément la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai commencé à collaborer à Metz avec le musée de Gravelotte, donc musée sur la guerre de 1870. Quand je collaborais avec eux, à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec un illustrateur et dessinateur nancéen qui s'appelle Paul Philippi. Et comme il faisait de la bande dessinée, je lui ai dit, bah tiens, j'aimerais bien, c'est un rêve d'enfance, j'aimerais bien faire de la bande dessinée. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais peut-être faire un scénario. Et c'est là où j'ai donc démarré en 2007, donc l'écriture du scénario de la tétralogie des origines et donc du château des millions d'années. Et je suis parti donc de mon histoire de sous-marins allemands et d'espions en Angleterre. Et je me suis dit, je vais essayer de créer un univers et une intrigue autour de ça. Qu'est-ce qu'ils vont chercher, etc. Et donc, c'est comme ça qu'est né le Château des millions d'années. J'arrive avec mon scénario, je le présente à mon ami, et Paul me dit, non, c'est trop compliqué, c'est trop touché, trop riche, ouais. Écris des romans. Et c'est lui qui m'a décidé à le faire. Et j'ai commencé donc à écrire en fin 2009. Et donc le Château des millions d'années, j'ai terminé de l'écrire à peu près un an plus tard, donc en 2010. Et le Marteau de Thor, je dirais un an plus tard, fin 2012, j'avais fini la rédaction du Château des millions d'années et du Marteau de Thor. Et donc en mars 2013, j'ai trouvé mon éditeur. Je l'ai trouvé de la façon suivante. J'avais envoyé mon manuscrit aux éditions de Noël. Et à l'époque, le directeur de la collection Lune d'encre, c'était quelqu'un qui s'appelait Gilles Dumay. Il écrit de la science-fiction sous le pseudonyme de Thomas Day, donc science-fiction française. Et c'est donc Gilles Dumay qui m'a contacté et qui m'a dit, qui m'a proposé à ce moment-là en fait de présenter le manuscrit à des associés à lui au sein donc de la maison d'édition Le Bélial. Et donc le Château des millions d'années est sorti donc en février 2015. Voilà, et là j'ai commencé, j'ai enchaîné donc Club Uranium et le Crépuscule des dieux. Et le Crépuscule des dieux,
2 est sorti, donc si je me souviens bien, c'était septembre 2017. Donc ça fait 10 ans à peu près, 10 ans de boulot, et puis beaucoup plus pour la gestation. Je crois d'ailleurs qu'on peut saluer, on l'a pas fait, mais on peut saluer le travail d'Aurélien Polis. Ah oui. C'est Aurélien Polis qui a fait les 4 pochettes. Alors il travaille aussi pour d'autres pochettes sur Bélial, hein. C'est vrai qu'il fait des illustrations magnifiques, mais c'est vrai que je trouve que sur vos livres, il a fait un super boulot quand même. Oui, alors Aurélien, c'est vraiment une des grandes références françaises en termes d'illustration je dirais essentiellement de science-fiction, parce qu'il travaille pour, je pense, à peu près toutes les collections de science-fiction françaises. Et puis il fait aussi de la bande dessinée, justement avec Thomas Day. Alors on va parler un petit peu finance, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, mais 4 bouquins d'un coup, ça fait cher, machin, bidule. Alors je vous arrête, parce que quand même le Bélial a bien fait le boulot, je vous le dis. Déjà, bon, alors il y a les versions livres qui sont disponibles, mais il y a aussi les versions numériques. Et le Bélial est allé même jusqu'à proposer chapitre par chapitre. C'est-à-dire qu'à la rigueur, si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est le Château des Millions d'années, vous avez, je crois, le premier chapitre ou les 2 premiers chapitres qui sont en accès gratuit. Et le Bélial sait ce qu'il fait, parce qu'une fois que vous avez mis le doigt dans le premier chapitre, je vous le dis tout de suite, vous êtes mort. Hein. C'est fini. Donc, il faut savoir qu'il est chez Pocket. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire. Sachez aussi, bon, que pour les, voilà, vous n'avez pas trop de budget, c'est un peu compliqué d'acheter un livre. Et ben Pocket Littéraire l'a mis aussi, et je crois qu'il a 8 €, hein, le Château des Millions d'années chez Pocket Littéraire. Quelque chose comme ça, oui. Alors je peux vous dire que on trouve les autres, enfin, on trouve tout chez Pocket. Voilà, ça prend moins de place. Ouais, puis c'est vrai que des fois, c'est des formats un petit peu plus faciles à transporter aussi. C'est pas faux non plus. Mais enfin, sachez qu'encore une fois, le Bélial a vraiment fait le boulot. Vous pouvez le lire à votre rythme. Le chapitre est vendu pas très très cher en numérique. Voilà, le site du Bélial donc vous permet aussi de trouver les romans en numérique. Ouais. Donc là, c'est à peu près sensiblement le même prix qu'un poche. Hein. C'est très abordable. C'est très abordable. Et l'intérêt sur le Bélial, c'est que les numériques, je le dis tout de suite, les numériques sont sans DRM. C'est-à-dire que vous pouvez les partager et les copier. Ce qui, mais pour moi, ça fait partie de leur philosophie, et c'est une philosophie que je partage. C'est-à-dire que je pense aussi que que l'intérêt d'un jeune auteur entre guillemets comme moi qui sort en fait sa première série de romans. C'est aussi de dire voilà, il faut que ça soit que les gens puissent y accéder facilement. C'est l'idée de l'émission ce soir aussi. Hein. Vous savez que depuis qu'ils sont sortis, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de le promouvoir à mon petit niveau. Et c'est vrai qu'encore une fois, j'espère qu'à la suite de ce live, certains d'entre vous se diront tiens, c'est tentant, je vais quand même essayer d'y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Oui, tout à fait. Et je vous le dis encore une fois, vous commencez, vous vous arrêtez pas, ou enfin vous arrêtez qu'à la fin du 4e, en attendant la suite avec impatience, je vous le dis. Hein. Merci. Donc voilà, donc vous l'avez donc sur le site du Bélial, vous l'avez en grand format et en numérique. Vous le retrouvez donc chez Pocket en poche. Vous le retrouvez aussi en audio. Ah, d'accord, je savais pas ça. Il est en audio, en format CD et en format téléchargeable. Donc avec à chaque fois une bonne vingtaine d'heures d'écoute pour chaque. Vous savez que je ne m'y suis pas encore mis au livre audio. Pour moi, c'est pas naturel encore. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Je le dis. Et puis donc, là, j'ai aussi mon éditeur de bande pour la bande dessinée, donc qui me glisse dans l'oreillette que ça va sortir donc en janvier. Ouais. Donc en janvier prochain, janvier 2021. Ouais. Ça va arriver. On aura le premier tome du Château des Millions d'années en bande dessinée. Alors voilà, on va en parler justement parce que c'est la suite des événements, c'est la bande dessinée. Voilà. Et ça, c'est pas rien. Pour moi, c'est la boucle qui se boucle, hein, parce que comme je vous ai dit au départ, Camille, c'était un projet de scénario de bande dessinée qui est devenu un roman. Et mes sources d'inspiration, elles sont essentiellement cinématographiques. Issu du monde de la bande dessinée. Donc moi, je suis fou de bonheur d'être adapté en bande dessinée. On l'entend quand on vous lit. Il y a une écriture visuelle en fait. Il y a une écriture cinématographique. C'est ce qui rend justement la lecture agréable, je trouve.
Ben, merci. C'est effectivement ce que j'essaie de faire. Et je dirais que le travail qui a été fait donc par le dessinateur qui s'appelle Zeljko Vladetic, il est, enfin, j'adore. Moi personnellement, je l'adore. Alors, je ne sais pas si vous avez une planche ou si je peux montrer. Non, je crois pas qu'elle ait eu la planche. Voilà, et donc ça donne ça. En grand. Alors, pour avoir lu le livre, je peux vous dire que c'est assez fidèle et c'est vrai qu'on reconnaît bien Saxe-Hauser quand même. Hein. Voilà. Et donc, la jeune personne blonde qui est, Andrea. qui est dans le premier livre, qui est Andrea, qui va connaître une fin pas très heureuse, hein, on va dire ça comme ça. Bon. On a dit chut, pas de spoiler. Chut. J'ai rien dit. Non, pas du tout. Pas du tout, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, je me trompe, c'est un autre livre. C'est la seule fois où on va devoir faire du montage sur un live. Voilà, donc, vous voyez, ça donne des choses assez orientalisantes. Hein, donc, voilà, avec des épisodes en Égypte. Et puis, évidemment, des choses. Enfin, moi, quand j'écrivais sur ce sujet, j'étais sur Laurence d'Arabie et janvier 2021 pour la bande dessinée, donc est adapté par Richard D. Nolan. Qu'on salue. Aux éditions Soleil. Aux éditions Soleil, voilà. Et je remercie Jean Vaquet, l'éditeur, pour sa confiance également. Voilà, c'est important. Et c'est parce que voilà, ça a été aussi un travail où j'ai pu voir suivre les différentes étapes et c'est magnifique. Voilà. Est-ce que parce que j'ai envie de vous dire, ce livre pourrait faire un film assez exceptionnel quand même. Ah oui, je pense depuis le départ quand même. Il y a une adaptation assez facile à faire quand même. Enfin, écoutez, je touche du bois. Voilà, donc c'est tout le mal que vous pouvez me souhaiter. Ah oui. Que je nous souhaite. Que je vous souhaite. Hein. Merci. Donc ouais, voilà, les influences étant cinématographiques et le travail se voulant visuel avec des transitions voilà, où j'essaie toujours à chaque fois de passer d'une scène à l'autre en ayant, je dirais, un ton et une ambiance différentes. C'est-à-dire, on va passer de scènes dans le désert à des scènes plus sombres, je dirais, dans l'Allemagne nazie et pas que. Pas que. Donc voilà, à chaque fois, j'essaie d'alterner. Je vais pas le spoiler, mais le passage où vous abordez le projet Manhattan est complètement fou. Hein. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Hein. Cette partie de la tétralogie où vous abordez le projet Manhattan, c'est digne d'un des meilleurs X-Files. Hein. Merci. Oui. J'en dirai pas plus. Hein. Non, mais voilà, c'était effectivement aussi une des sources d'inspiration. Donc, je voulais reprendre un peu les mêmes ressorts, en tout cas, de l'intrigue. Ouais, tout à fait. Vincent Thibault qui vous demandait si vous aviez été influencé par Philippe K. Dick et son maître du Haut-Château, qui met en scène aussi des nazis. La question est logique avec le titre, oui. Avec le thème. Alors, oui et non. Voilà. Oui et non. Ok, merci beaucoup. Alors, c'est-à-dire que oui, parce que évidemment, quand on commence à écrire sur le sujet, on s'intéresse à ce qu'a fait Philippe K. Dick et avec le maître du Haut-Château. Non, parce que on va revenir sur sur mes convictions en termes d'ethnocentrisme. Et comment dire, et il y a quelque chose qui me chiffonne dans l'américanocentrisme de Philippe K. Dick et du maître du Haut-Château, c'est qu'en fait, bien qu'il présente une Amérique vaincue par le Troisième Reich et l'Empire japonais, il présente néanmoins en tout cas pour le personnage japonais, un personnage qui est, comment on va dire, qui est plutôt fasciné par la culture américaine, et en tout cas qui s'intéresse au pays qu'il occupe. Et ça, moi, d'un point de vue historique,
j'ai du mal avec le postulat de départ de Philippe Cadic. Alors, je remets pas du tout en cause son travail sur les univers parallèles, sur est-ce que ce que l'on voit, est-ce que l'on ressent, c'est la réalité, c'est la fiction, est-ce qu'on vit dans la réalité, est-ce qu'il y a un autre monde qui se développe parallèle au nôtre, enfin voilà, etc., etc. Ça, je remets pas du tout en question comment dire, ces grandes thématiques de science-fiction, mais par contre pour moi un japonais qui se serait et qui aurait triomphé de l'Amérique, je ne peux que l'imaginer à la manière des Japonais qu'on a dans le pont de la rivière Kwai, c'est-à-dire et de ces Japonais historiques qui, quand ils faisaient prisonnier des Anglais ou des Australiens ou des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, les traitaient sans respecter la Convention de Genève, parce que de leur point de vue philosophique, un militaire vaincu, il se rend pas, il se suicide. Et donc, en tout cas pour les militaristes japonais, il n'y avait pas de grand respect du vaincu à l'époque. Donc voilà ce qui me gêne un peu, parce que c'est là où j'essaie de différer de Philippe Cadic. J'essaie d'avoir des personnages les plus historiques possibles, leur prêter le moins possible des pensées actuelles, ou des pensées qui ne seraient pas celles d'un Allemand ou celles d'un Américain de l'époque. Voilà. Voilà, c'est de la même manière où je vais avoir du mal avec les westerns modernes qui mettent en scène un personnage afro-américain. Pour ça, Django, par exemple, ouais, voilà. Quand on connaît le contexte de l'époque, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60, 1960. Donc plus d'un siècle après la conquête de l'Ouest, et quand on voit encore où en est l'Amérique aujourd'hui, j'ai toujours du mal avec Impitoyable et avec Tarantino quand ils mettent en scène des personnages afro-américains. Mais vous savez que Tarantino serait quand même peut-être adapté pour faire au cinéma justement la tétralogie, non? Ou ce serait pas le réalisateur que vous choisiriez par choix, peut-être? Je vais pas jusqu'à vous dire que je vais pas pousser la prétention à vous dire que je lui dirais non. Hein. Faut pas déconner. Hein. mais effectivement, mes personnages nazis, c'est pas vraiment les personnages de Inglourious Basterds. Ouais. Voilà. Ça dénaturerait quand même complètement la tétralogie, effectivement. Ah ouais, mais bon, après, s'il me donne 2 millions de dollars et qu'il veut les faire comme ça, je suis prêt à étudier la question. Voilà. Alors, Jocelyn, qui vous demande, est-ce que vous êtes inspiré d'un personnage réel pour Friedrich Saxhauser? Oui et non. Oui, parce que c'est un assemblage. Ouais. C'est un assemblage, en fait, comme je le disais au début de l'entretien, il a un peu le profil classique de l'officier sorti du rang allemand de l'époque. Donc ça, c'est déjà pour ces raisons, pour cette raison, c'est effectivement un personnage historique, mais c'est personne en particulier. Voilà. Voilà, c'est un personnage de son époque, en fait. Il est inspiré par son époque. J'ai essayé de faire en sorte que Friedrich Saxhauser soit vraiment un personnage de son époque, et qu'il ne parle pas avec comment dire, des conceptions anachroniques. Voilà. Le moins possible. Effectivement, dans le Crépuscule des dieux, je voulais à la fin toucher vraiment à des éléments historiques, je dirais, de fin de Seconde Guerre mondiale, qui étaient pareil, voilà, de faire un point un peu historique sur la période, en partant du principe. J'ai toujours vu aussi la littérature comme une quête initiatique. Moi, à titre personnel, je l'ai toujours comparé au rock'n'roll, c'est-à-dire que ou à la musique en général. Hein, vous disiez au départ qu'effectivement, c'est peut-être pas
un ouvrage pour des adolescents. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est pas de la bite-vite. Hein. Ne donnez pas ça à un gamin de 10 ans. Hein. Enfin, voilà, 10 ans, non, je pense pas. Un ado de 15 ans, mais voilà, attention, oui, voilà, quand même, tout à fait. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Hein, c'est ça, exactement. Voilà. Ça a aussi pour moi une vocation pédagogique sur effectivement des lecteurs qui auraient entre 12 et 15 ans et qui s'intéresseraient à la période ou qui pourraient, parce qu'ils s'intéressent à la science-fiction, se dire, ah bah tiens, je vais lire ce livre, et qui vont subitement découvrir des aspects historiques, je dirais réels, qui vont aussi lui permettre de découvrir une période de l'histoire qui, selon moi, doit absolument être connue du grand public et surtout ne jamais être oubliée pour les raisons qu'on évoque aujourd'hui au quotidien dans les sociétés de contrôle, dans les tentations de populistes et dans les tentations dictatoriales de certains régimes. Mais ce que je trouve aussi excellent dans ce livre, je vous le dis franchement, c'est un livre qui, pour moi, pourrait tout à fait rentrer dans le cadre d'un programme de philosophie ou de français au niveau lycée. Je m'explique pourquoi. Je l'espère. C'est un vœu que je formule, ça oui, tout à fait. Et je vous explique pourquoi, parce qu'à travers ce livre, et justement, comme vous avez eu le talent d'insérer des éléments de roman dans la vraie histoire, c'est-à-dire que la vraie histoire n'est absolument pas modifiée et ces éléments s'y insèrent, mais de façon, comme vous l'avez dit, en histoire secrète, je trouve que ce serait un excellent instrument pour apprendre aussi aux jeunes adultes à réfléchir par eux-mêmes, à comprendre qu'on peut insérer des éléments faux dans quelque chose de vrai. C'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui aussi en ufologie, hein, soyons clairs. Il y a beaucoup d'éléments qui sont faux, mais qui s'insèrent de façon très intelligente dans la vérité de l'histoire. Et je trouve que ce livre, justement, qui est vendu comme un roman et pas comme un travail de recherche, comme peuvent le faire certains, hein, ça rend ce livre encore plus intéressant et vraiment avec une double lecture. Merci beaucoup. Alors, une suite ou pas? C'est envisagé, c'est envisageable? Oui. Que là, j'écris donc une uchronie qui se passe aux États-Unis au 19e siècle sur fond de sécession et de guerre indienne. Donc voilà. Ça sera donc un tout autre univers avec de tout autres enjeux. Et puis j'ai aussi préparé et commencé à préparer donc un spin-off de la série qui donc là nous amènera donc à nouveau au Moyen-Orient entre Göbekli Tepe et je dirais la Syrie et l'Irak. Miam miam. À la fois au néolithique et en 2017. Voilà donc avec dans l'idée de fouiller un peu plus certains des thèmes que j'évoquais aussi au début de l'entretien, à savoir l'origine des civilisations et comment dire ces espèces de grandes interrogations que pose Göbekli Tepe sur ce que l'on peut savoir, je dirais, de l'évolution de l'espèce humaine. Göbekli Tepe étant, à ma connaissance et dans l'état actuel des connaissances qu'on a à son sujet, donc un site qui, vous me dites si je dis des bêtises, et donc un site donc de pierre levée qui aurait donc été réalisé à une époque où les êtres humains n'étaient que des chasseurs-cueilleurs. Donc, à une époque où ils n'étaient, en théorie, pas capables à la fois d'un point de vue conceptuel et organisationnel, d'ériger un tel édifice. Tout le mystère est là. Tout le mystère est là. Voilà, parce qu'ils étaient nomades, donc c'était compliqué en étant nomade, de pouvoir se retrouver aussi longtemps à un endroit comme ça parce que ça devait forcément prendre beaucoup de temps à construire. Donc pourquoi faire un endroit comme ça alors qu'on se déplace tout le temps? Et le nomadisme, c'est aussi une des grandes thématiques de la série. Donc c'était aussi important pour moi de retravailler ça sur un spin-off, parce que voilà, c'était l'interrogation pour moi centrale en termes de développement de la civilisation humaine, c'est de se poser justement les questions
entre deux grands choix de l'humanité, c'est le nomadisme et la sédentarité. Est-ce qu'il faut rester chez soi ou est-ce que la situation actuelle prouverait qu'il faudrait a priori rester chez soi, voilà. Stéphane, je sais pas si vous connaissez Bleuette Dio. On en a parlé, ouais. Alors, ouais, alors, en attendant le livre de Stéphane, je vous invite bien sûr à prendre connaissance du travail de Bleuette Dio, qui aborde Göbekli Tepe, mais pas que ça, loin de là, qui a été justement sur le site de Göbekli Tepe en novembre 2019, donc en novembre de l'année dernière, et avec qui nous avons fait un live justement passionnant, qui est disponible dans les lives. Stéphane, à la rigueur, si vous avez un petit moment, quand vous aurez un petit moment, je vous invite à écouter ce live qu'on a fait avec Bleuette. Je pense qu'il y a des éléments qui peuvent vous intéresser. Et je vous admets que vous mettre en contact tous les deux, ce serait peut-être pas une mauvaise idée quand même, Camille. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais je suis d'accord, entièrement. Il pourrait sortir des choses intéressantes de tout ça. D'accord. Bon, moi, je vous admets que ce livre-là, Stéphane, je suis impatient de le lire. Hein. Voilà, je vous le lis. Hein, voilà, le teaser est juste énorme. Hein, donc, voilà. Mais pas tout de suite. Ouais, écoutez Stéphane, je vous admets que, je vous le dis, pour moi, j'ai fait l'émission dont je rêvais. C'est-à-dire que j'ai pu déjà échanger... Non, je vous le dis, déjà, j'ai pu échanger avec vous et c'est un immense plaisir, très honnêtement. Ça faisait des années que je voulais le faire. Moi, je trouve que ce que vous nous avez donné dans ce live de presque 2 heures est vraiment d'excellente qualité. On a réussi à parler d'extraterrestres, mais d'élargir, et ça pour moi c'est une des forces de l'ufologie, c'est une transversalité avec plein d'autres choses, de la sociologie, on l'a vu ce soir, de l'histoire, voilà, on peut faire de l'ufologie et s'intéresser à plein d'autres choses, et c'est pour ça que c'est vraiment passionnant, et vraiment je vous invite à découvrir le travail de Stéphane. Bon, par contre, dernière question, Stéphane, votre nom est quand même très 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 dur à écrire. C'est vrai, je suis désolé. Mais... On a eu la question dans le chat de comment ça se prononce en fait. Oui. Alors, Pascal le fait très très bien, hein, c'est Przybylski, dans sa manière pour le franciser, on va dire, voilà, Przybylski. Bon. En tout cas, vraiment un grand merci Stéphane pour votre générosité, parce qu'encore une fois, vous nous avez dit oui sans même savoir ce que pouvait donner ce type d'émission. Hein. Il y a quelques chercheurs qui nous ont dit oui tout de suite, sans même trop savoir s'il y aurait beaucoup de vues, quel serait le format, de quoi on parlerait. Donc ça, vraiment, nous, ça nous fait très plaisir. Alors maintenant, on a une dizaine d'émissions, donc je vous le dis franchement, ça va être un petit peu plus simple d'obtenir des accords des chercheurs. Mais voilà, un grand merci Stéphane, parce que vous faites partie des gens qui nous ont fait confiance tout de suite, et ça comptera pour nous, ça c'est clair et net. Oui. Au fur et à mesure de ces lives, tu as abandonné quelque chose qui me plaisait bien. Le plus tôt ou plus tôt, je suis désolé. Le plus tôt ou plus tôt. Je suis désolé Stéphane. Il y a au moins un plus tôt ou plus tôt qui se pose comme question. Alors je te laisse faire, Camille. Tu en as un toi peut-être en tête? J'en ai un en tête. C'est un plutôt facile en fait. Hein, alors, Stéphane, entre... Alors, il faut peut-être expliquer à Stéphane le principe du plus tôt ou plus tôt, effectivement. En gros, lequel tu choisis, lequel tu préfères, entre Indiana Jones et Mulder. Ah, ça c'est un bon plus tôt ou plus tôt. Bravo. J'ai bien fait de ne pas le faire. Alors là, pour moi, la réponse, c'est Mulder sans hésiter. D'accord. Il était bien. Pourquoi du coup? Pardon? Pourquoi du coup? Parce que peut-être parce que Indiana Jones a une capacité à éviter les balles qui en tout cas au cinéma me gêne un tout petit peu. J'aime beaucoup Mulder pour son côté justement crédible. Vulnérable aussi, ouais. Vulnérable, absolument. C'est-à-dire que Indiana Jones, ça reste un personnage de cartoon entre guillemets. C'est voilà. Et par exemple dans la tétralogie, il y a des moments où Saxe Hauser, je voulais avoir ce type de course poursuite. Moi, ce que j'adore dans James Bond, par exemple, c'est quand Daniel Craig au terme d'une poursuite échevelée, se rétablit comme ça sur un
un wagon de chemin de fer, alors que et il remet son bouton de manchette en place avec un geste totalement négligé et enfin désinvolte, et je trouve ça génial, et je comment dire, c'est ce qui rend Indiana Jones sympathique aussi à mes yeux. Mais si on me demande de comparer donc Mulder et Indiana Jones, forcément avec, je pense derrière pour toi l'idée de dire voilà, au niveau de son rapport au phénomène ovni, moi j'aime bien le côté de Mulder, parce que justement il y a un côté humain réel qui n'apparaît pas chez l'autre. Donc j'ai hésité du coup à poser la question entre justement les trois qu'on avait cités au début du live, qui t'ont inspiré en fait le personnage principal. Ouais. Mais, du coup, j'ai pris que 2, mais il y avait effectivement Monsieur 007 dans le lot aussi quand même. Ah bah là si le préféré des trois, c'est quand même Daniel Craig. Enfin, moi James Bond, c'est Daniel Craig. Enfin voilà, c'est un... Ah oui, parce qu'après il y a les débats sur les différents James Bond. Ah oui, et là aussi je pourrais être intarissable sur le sujet, parce que j'étais avant un inconditionnel de Sean Connery. Ah, et j'ai eu beaucoup de mal avec Craig au départ, mais en fait aujourd'hui c'est mon préféré. Et voilà. Donc, mais Mulder sur son rapport à l'ufologie, en tout cas, ouais, je pense que c'est Mulder qui a ma préférence. Et puis aussi tout simplement parce que pour moi j'aime beaucoup les 2 premiers Indiana Jones, et après j'ai plus de mal. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Pour un mot de la fin, c'est un beau mot de la fin. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous qui étaient en ligne, qui avaient écouté l'émission. Et bien sûr, l'émission reste en replay. Les autres émissions aussi sont en replay. N'hésitez pas. Elles sont là pour ça, pour être vues et pour être partagées. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Je rappelle que toutes les informations sont toujours en barre de description. Vous avez tout dans les barres. Et découvrir un petit peu plus Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tous.